Le cercle des naturalistes Schlag présente les cormorans exhibitionnistes. Quand on se balade tranquille en famille au bord d'un fleuve ou d'une rivière, on oublie vite que l'on peut tomber nez à nez avec d'impolis cormorans exhibitionnistes. Non mais regardez-moi ça, quel scandale! Et dire que certains humains font la même. À ce moment-là, vous vous dites peut-être que ce grand cormoran vous nargue et qu'il éprouve un malin plaisir à vous montrer son petit cloaque devant vos enfants ébahis. Mais en fait, il fait ça pour faire sécher ses plumes. Enfin, ce n'est pas si sûr. Il faut savoir que son plumage n'est pas imperméable comme celui des canards qui, eux, enduisent sur leurs plumes une cire grasse issue d'une glande uropygienne située au niveau du croupion. Enfin, ça non plus, ce n'est pas si sûr, car certains spécialistes des oiseaux pensent que si le canard se casse le cou à s'enduire de cette graisse, c'est plutôt pour son effet antibactérien, en plus d'assouplir les plumes. Et chez le grand cormoran, c'est tout autrement. Faut dire que son plumage s'imbibe facilement d'eau, ce qui va lui permettre d'aller pêcher avec aisance sous l'eau jusqu'à parfois plus de 20 mètres en profondeur. Là-dessous, il se tourne et se retourne en gardant les ailes bien plaquées au corps pour choper du poisson. Il chasse autant en eau douce pour attraper du gardon, de la truite fario, de la tache ou du poisson-chat qu'en eau de mer pour attraper du hareng, de la morue ou de l'anguille. Une fois sorti de la flotte, il s'en va en ayant le coco bien rempli et part jouer les exhibitionnistes pendant plusieurs heures afin d'activer ses muscles pectoraux qui vont réchauffer son estomac et ainsi faciliter la digestion du poisson frais. Et oui, c'est ça la raison principale de cette posture, bien avant celle de se sécher va un dieu. Et comme son plumage le protège peu du froid, il doit pour compenser manger de grandes quantités de poissons, pour le plus grand dam des pêcheurs et des pêcheuses. Il faut savoir qu'au XXe siècle, les humains tiraient sur cet animal pour éviter la réduction du stock de poiscaille. Il est ainsi devenu un oiseau rare dans les années 70, ne dépassant guère les 4000. Mais dès que des mesures gouvernementales furent prises pour le protéger, sa population augmenta considérablement jusqu'à atteindre les 100 000 espèces en 2013. N'oublions pas que le grand cormoran est aussi menacé à cause du comportement de l'homme, notamment à cause du développement du tourisme, de la prédation par les animaux domestiques, des piégeages dans les filets de pêche ou de la pollution marine. Aujourd'hui, cette espèce est toujours protégée. Sa capture, sa perturbation, sa destruction d'œufs ou de nids sont interdites. Toutefois, des plans de régulation sur les lieux de pêche ou de pisciculture peuvent être mis en place pour éviter trop de perturbations. Mais sommes-nous si sûrs que cet animal produit de lourds dégâts sur les poissons les plus fragiles, tels les truites ou l'ombre ? À vrai dire, il n'y a à ce jour que 22 articles scientifiques qui permettent d'estimer quantitativement l'impact du grand cormoran sur les populations piscicoles. Et c'est tout. Sur ces 22 maigres articles, il y en a autant qui démontrent un effet négatif qu'un effet positif. Difficile donc d'avoir un avis tranché sur la chose, d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas ? Mais quand même, une question se pose. Comment ça, le grand cormoran a un effet positif sur les zones humides alors qu'il passe son temps à bouffer du poiscaille ? Eh bien, sur ces 22 articles, certains confirment que sa présence permet de stabiliser et d'améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, notamment en limitant la présence de parasites par l'élimination des animaux les plus fragiles. Mais méfiez-vous toujours des effets d'échelle, car ce qui peut être vrai au niveau global peut être complètement faux au niveau local. Et sur d'autres conclusions de ces 22 articles, certains indiquent des taux très élevés de prédation d'ombre ou de truites dans les rivières, allant de 30 à 80%. C'est énorme. Alors au final, face à tant d'incertitudes, que faut-il en conclure ? Eh bien tout simplement qu'il faudrait plus d'études sérieuses sur ce sujet pour mieux traiter les potentiels problèmes. Mais pour reprendre les dires du pêcheur Jonathan Filet, est-ce que l'Homo sapiens a envie de mettre du doute et du raisonnement là où il cède si souvent son jugement dans des croyances liées à ses expériences personnelles ? Y a-t-il une place pour que les recherches scientifiques permettent à l'humain de réfléchir ensemble sur la gestion de l'environnement plutôt que de chercher à s'opposer les uns les autres ? D'ailleurs, pourquoi l'humain préfère-t-il la poudre au dialogue, me direz-vous ? Car oui, à continuer à se chercher des poux, il n'y aura bientôt plus de truites, plus d'ombres, plus d'oiseaux, ni plus grand-chose que nous apprécions. Alors, voyons voir si vous êtes un vrai naturaliste Schlag. Quel est l'endroit où vous ne pouvez pas observer la nature en étant nu comme un verre ? Une plage au Cap d'Agde ? Un parc à Berlin ? Un jardin privé sans la moindre haie ? Un désert en plein Burning Man Festival ? Eh bien, la bonne réponse est un jardin privé sans la moindre haie. Eh oui, retenez ce conseil. Plantez des haies chez vous. C'est hyper important pour la biodiversité et pour vos voisins. C'est ça qui fera de vous un vrai naturaliste Schlag. C'était Jean Mich Mich, le roi de l'info. À vous les studios. Schlag. Schlag nature. La nature.